discussion avec Denise Orange-Ravachol, qui maintenant est à Lille, sur les aspects didactiques des sciences et de la biologie, et avec Pierre-Henri Bouillon, qui est professeur au Muséum national d'histoire naturelle, qui est un biologiste évolutionniste. Donc, voilà. Et je travaille sur la biodiversité, essentiellement au départ dans le cadre du second degré, du collège-lycée, mais avec des questions qui débordent comme tout ça, et notamment pour la notion de compétence. Je vais essayer de vous faire une présentation un peu différente quand même de ce que je fais d'habitude. Donc, la première chose sur la biodiversité, je le dis à peu près à chaque fois, mais il faut quand même le dire, c'est que globalement, on est tous d'accord que c'est joli, c'est bien, c'est beau, il faut la protéger. Il y a plein d'espèces qui sont en danger, les amphibiens, les conifères, tout ça, donc c'est pas bien. Et si on vous demande de vous positionner, c'est un bout d'une affiche du WWF, on a plutôt envie d'être du côté du gentil éléphant, enfin pas directement, mais moralement, du gentil lion, tout ça, que du méchant tractopelle qui détruit la jolie nature. Donc c'est un sujet voilà, qui en soi paraît très caricatural, très simplifié, et voilà. Et on va faire un petit saut dans le temps, pour prendre un cas concret en 1999, alors 99 victoires d'André Agassi et de Steffi Graf à Roland-Garros, très bonne année pour le vin de Bourgogne, et découverte dans les médias du pic prune, je ne sais pas si certains doivent connaître un peu comme le pic prune, cette espèce de petite chose. Le pic prune a été connu parce que il y a un projet à l'époque, en 99, d'autoroute qui relie l'autoroute du Mans ici à Tours pour venir récupérer et verser pour les gens qui viennent de Rouen, qui sont dans le sud par exemple. Donc il y a un projet avec une autoroute qui est en cours et une suspension des travaux liée à la découverte de ce scarabée. Et je vais vous laisser lire le petit texte, qui est un texte que j'ai donné à des élèves de collège. Donc, je vous laisse lire. Vous arrivez à lire ça, la notion ? À peu près ? Oui. C'est la réponse de dire oui. C'est bon? Alors, c'est pour des élèves de 3e, hein, mais on va jouer le jeu un petit peu. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question, en gros, que je leur pose, un peu plus, voilà, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce que vous feriez? Allez-y, hein. Si je suis agriculteur, je vais abattre les arbres. Ça dépend qui les parle. Ah oui, non mais là, ça y est, logique d'acteur, tac tac, ça commence. Donc oui, si je suis agriculteur, mais moi personnellement, enfin vous personnellement, individuellement, qu'est-ce que vous feriez? Je prends l'autoroute. C'est choix. Tout le monde veut prendre l'autoroute, mais quelle est cette assemblée totalement cynique? Non, personne ne veut protéger le pic prune. Les élèves, ils veulent tous protéger le pic prune. Il n'y en a pas un qui veut construire l'autoroute. Non, mais c'est intéressant. Hein. Les élèves, ils veulent tous protéger le pic prune. Après, quand on essaye de savoir pourquoi, c'est plus compliqué. La question, elle est plus compliquée, et je pense que, je vous montre l'exemple, on ne va pas y passer trop de temps, c'est pour illustrer. Je pense que c'est autour de ce type de choses, encore une fois, qu'on peut commencer à construire quand même un point de vue et quelque chose de l'ordre de la compétence, parce que sinon la biodiversité, même avec des étudiants, sauf étudiants qui s'orientent vers de l'urbanisme, de la gestion de territoire, etc., mais la plupart des étudiants à l'université ne sont pas confrontés à la biodiversité, du tout. Ni dans leur quotidien, ni dans leurs choix, ni évidemment dans leurs choix électoraux ou d'engagement personnel, mais ça reste très minoritaire en fait, la minorité, et la biodiversité c'est quelque chose de lointain. Ils sont d'accord pour la protéger, les étudiants aussi, j'ai déjà fait, pas cet exemple-là, mais en général ils veulent tous protéger. Et en général, moi ce que je fais c'est le contradicteur.
Une fois que les disques veulent quitter, je leur dis, mais n'importe quoi, vous plaisantez, vous ne pas payer des impôts pour une espèce d'union scarabée. Vous l'avez vu en plus? Sincèrement, ben, je ne veux pas protéger ça, moi. Ça sert à rien, on en a trouvé dans 5-6 arbres qui traînaient au fond d'une forêt où personne ne met jamais les pieds. Enfin, qu'est-ce qu'on va s'embêter avec ça? Moi je veux partir en vacances, ça coûte de l'argent, vous vous rendez compte et tout. Et dans le débat, il y a des choses intéressantes. Alors c'est rigolo parce que même les élèves, ils finissent par se rabattre sur l'aspect légal. En fait, ce qui leur permet d'avoir des certitudes, c'est la petite phrase protégée par la Convention. Si c'est protégé, c'est la loi. Ils n'ont pas le droit d'enfreindre la loi, c'est alors ça ne faut pas faire le contraire tout de suite. Ils apprennent le fonctionnement de notre société petit à petit. Donc on n'a pas le droit d'enfreindre la loi, donc la loi s'applique. Ce qui est intéressant aussi dans cet exemple, c'est qu'en fait on a enfreint la loi. On a construit l'autoroute, on a déplacé les scarabées, et puis on a eu une dérogation à la loi qui est une sorte de compromis entre on tue tous les scarabées, on passe l'autoroute, et puis on arrête l'autoroute. On a déplacé en essayant de leur faire un joli habitat. Donc selon la société qui suit, ça a très bien marché. C'est eux qui se sont engagés à suivre financièrement le projet. Et c'est intéressant parce que justement, c'est pas intéressant. Alors justement, à partir de cet exemple-là, l'idée c'est de savoir quelles compétences pour la biodiversité. Alors je vais essayer de faire vite parce que j'aurais beaucoup de choses à en dire. Je reprends une définition de la compétence qui est le sujet qui aborde une situation complexe construit le problème qu'il se pose en fonction du sens qu'il donne à la situation. On peut avoir différentes visées, pragmatiques, savantes, intuitives, esthétiques, point de suspension. Je vais m'arrêter là-dessus. Première visée qui est décrite, une visée savante. Donc j'ai essayé de faire le lien avec la présentation de Jean-Marc ce matin. Voilà. Je relirai ça à la contribution disciplinaire au contenu du petit schéma qu'a fait Liba. On pourra en discuter. Donc, une visée savante. Sur la biodiversité, le problème c'est que cette visée savante, je ne vais pas y passer trop de temps, mais elle est très compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée qu'on pourrait le croire. La plupart des gens ont cette vision-là de la biodiversité. C'est l'arche de Noé. Pour protéger les êtres vivants, et je les mets tous dans un petit coin, là, j'attends que le déluge soit passé, puis ils ressortiront, puis il ira bien. Ça paraît naïf, mais c'est ce qu'on voit quand on présente ce genre de choses qui est présent dans tous les manuels, dans tous les documents de vulgarisation du sujet. On a des listes d'espèces, alors on voit qu'il y a beaucoup d'insectes. Alors les insectes, il faut les protéger parce qu'il y a beaucoup d'espèces. Mais alors ça, scientifiquement, ça ne tient absolument pas. C'est une vision du 19e siècle des sciences. C'est complètement remis en cause par tous les travaux sur l'évolution biologique. Et pourtant, c'est le point d'entrée de la majorité, de la très grande majorité des gens. Donc c'est pas si simple que ça. En fait, c'est remis en cause par Darwin. Déjà, dans ce schéma-là de Darwin, on voit que la biodiversité, c'est un processus dynamique, qu'il y a des espèces qui disparaissent, qu'il y a des espèces qui apparaissent, et qu'en permanence, il y a ce processus en cours. Donc cette vision très statique, c'est un vrai problème. Je vous ai mis, c'est tiré d'un article un peu récent qui a essayé, ça vaut ce que ça vaut, une synthèse des travaux actuels, comme toujours, qui tend à montrer qu'en plus de ça, c'est surtout pour vous montrer, il y a plein de choses actuellement en biologie qui se développent, qui montrent notre difficulté à comprendre les phénomènes d'évolution biologique et donc la construction de la biodiversité, parce que on a une diversité génétique, on nous en parle souvent pour la biodiversité, à transmission essentiellement verticale, qui est ici, hein, ça on est à peu près d'accord, quand on a pas plus biologique, tout ça, ça va bien, c'est repris avec le phénomène de sélection naturelle, tout ça. Mais à côté de ça, on a le développement de plein d'autres choses, l'épigénétique qui est en plein boom, on trouve de plus en plus de données là-dessus, les effets parentaux, parce que les effets parentaux, ils sont transmis, et puis les transmissions écologiques et les transmissions culturelles qui sont non négligeables dans certains animaux, où il y a des vrais apprentissages, du chant chez les oiseaux, de l'utilisation de certains outils, de certaines méthodes de chasse, etc. Ça marche mieux chez les animaux que chez les plantes, on est d'accord. Mais voilà, donc on a un système qui est complexe, et le savoir savant, il n'est pas facilement accessible. L'autre problème sur le savoir savant, c'est qu'il est aussi repris dans le cadre du développement durable, notamment autour du Millennium Ecosystem Assessment en 2005, et qui se base sur une vision de ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc, si on parle biodiversité à un décideur politique, il faut lui parler de services écosystémiques actuels. Ça commence à être un petit peu remis en cause, mais ça reste quand même l'ancré majeur. Et ça, c'est depuis 2005, et ces services écosystémiques, c'est une vision, on peut dire savante, mais très anthropocentrée, et qui va essayer d'avoir quelque chose d'un peu normatif. Alors, je passe encore une fois un peu vite, mais la vraie question, c'est, d'un point de vue général, est-ce que c'est la seule manière de voir la biodiversité? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des espèces qui n'ont pas d'intérêt?
pour l'homme, est-ce qu'on peut se permettre de les faire disparaître? Et l'autre problème qui est encore plus fondamental, c'est que d'un point de vue scientifique, pour le moment, on n'a pas beaucoup d'études qui prouvent un lien entre biodiversité et fonctionnement de l'écosystème. On n'est pas trop clair. Ça ne veut pas dire qu'on a prouvé le contraire non plus, mais on ne sait pas trop en fait. Et s'il s'avère qu'en fait il suffit de, je ne sais pas, 70 espèces pour que l'humanité vive très bien, est-ce qu'on peut éliminer toutes les autres? Enfin voilà, ce savoir-savoir, il est vite dans ses limites. Il est vite bloqué. Et il y a une autre dimension, ouais je vais passer, c'est trop vrai, j'avais écrit trop de choses. Il y a une autre dimension, c'est les compétences, alors si je reprends la définition, hein, à visée intuitive esthétique. Ce que j'ai mis du côté de l'investigation multiréférentielle d'enjeux. Donc du contenant dont on a discuté ce matin. Là, pour moi, c'est ce que je relie aussi à une autre définition, si on reste sur une définition de compétence, qui est une définition de la compétence éthique. Alors, je ne suis pas... voilà, les définitions, il y en a plein, c'est toujours un peu la même chose, mais ce que je trouve intéressant, c'est en tout cas qu'on va vers ce côté-là, ce côté éthique, personnel, enfin, voilà. Il y a... Hop, je passe vite. Il y a dans ce domaine éthique aussi un aspect qui est très important, qui est la valeur esthétique des choses. Et en biodiversité, c'est très important. Donc, on voit ici deux images. Lui, c'est un animal qui a été élu par une association de protection de la nature anglaise à l'issue d'un concours comme l'animal le plus moche du monde. Il fait un concours, il fallait dire, c'est lui qui a gagné, donc c'est un poisson des grandes profondeurs. Donc, voilà. Et puis lui, je l'aime bien, mais je vous expliquerai à la fin pourquoi. Si, il est beau. Ouais, c'est un bateau, ce qui le rend beau. Ce lien, alors, ce que moi je trouve difficile là-dedans, c'est qu'on essaye souvent de partitionner, mais que ce lien, il n'est pas si clair, ce partitionnement, il n'est pas si clair. Si on lit, c'est Darwin qui écrit ça, à mesure que l'homme a songé davantage non seulement au bien, mais aussi au bonheur de ses semblables, à mesure que l'habitude résultant de l'instruction, de l'exemple et d'une expérience salutaire a développé ses sympathies au point qu'il les a étendues aux hommes de toutes les races, aux infirmes, aux idiots et aux autres membres inutiles de la société, et enfin aux animaux eux-mêmes, le niveau de la moralité s'est élevé de plus en plus. Et Darwin est un personnage complexe aussi, mais on sent quand même que c'est pas indépendant de cette vision d'une évolution biologique, d'un processus qui construit une diversité biologique, et la place de l'homme dans tout ça. Et donc ces deux compétences, éthiques et plus axées sur les connaissances, il faut qu'elles se co-construisent. Et la dernière dimension, à mon avis, nécessaire alors oui, non, j'oubliais, comme on s'internationalise, j'ai pris un exemple suisse, il y a aussi toute une biodiversité, je passe très vite, mais qu'on n'aime pas trop, c'est la biodiversité des maladies parasites. Alors ça, c'est Neuchâtel, avec la maladie de Lyme. Neuchâtel est un magnifique foyer de maladie de Lyme. Si vous voulez attraper la maladie de Lyme, vous allez vous promener dans les forêts derrière Neuchâtel. C'est très joli, mais il y a un centre international très réputé sur la maladie de Lyme qui a fait des études. On a des taux d'infestation dans les forêts derrière Neuchâtel très très importants. Et ça, c'est une biodiversité dont on parle encore moins, parce que celle-là, ça devient compliqué de dire qu'il faut la protéger. Quand même, on n'a pas envie d'être malade. Donc, le dernier niveau, pareil, je passe très vite parce que c'est vraiment une présentation un peu générale, mais ça serait des compétences à visée pragmatique, des actions éducatives de développement durable, pour reprendre la présentation de Jean-Marc de ce matin. Et moi, je centrerai ça autour de la notion de compétences collectives. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut aller vers une visée pragmatique, et vu la complexité de ce qu'est la biodiversité, vu la multitude de manières de la regarder, je pense que la solution ne peut se trouver que dans la combinaison de différents regards, de différents points de vue, pour essayer de co-construire quelque chose. Et cette compétence collective, elle a été définie de différentes manières. J'en ai mis deux, mais il y en a plein de définitions. Il y a un article qui fait une petite revue, une quinzaine de définitions là-dessus. Donc savoir propre à un groupe qui résulte de la complémentarité de la mise en synergie de compétences individuelles, dont elle n'est pas la somme, pas que la somme, plus que la somme. Ensemble des savoirs agir qui émergent d'une équipe de travail, combinant des ressources endogènes, etc. Et donc pour conclure, moi à mon avis, le premier niveau, si on veut faire des compétences en biodiversité, c'est de réussir à aller jusqu'à la compétence collective. Ne pas nier les autres niveaux, il y a des savoirs, il y a un aspect esthétique qui est très important et éthique autour de ces notions-là, ça renvoie à la notion de nature. Mais si on veut sortir de cette espèce de dualisme ou de discussion de comptoir, je pense que c'est vers des compétences collectives qu'il faut s'orienter. Et pour conclure,
Pour dire que tout ça n'est pas très indépendant, en fait, ces trois illustrations d'animaux, on ne les regarde pas pareil selon ce qu'on en sait, voilà. Le pic-prune qui est en bas, on l'a vu très vite l'exemple, mais une fois qu'on sait ce que c'est, on le regarde plus pareil. C'est un scarabée un peu mythique, il a arrêté une autoroute. L'ours blanc, oui, c'est ça. Si, bah, bon, elle a fini par passer quand même, il a perdu. Mais l'ours blanc, oui, c'est joli, donc c'est une première entrée. Effectivement, on peut sensibiliser sur l'esthétique. Le râteau, c'est un animal que tous ceux qui ont fait un peu de comportement animal trouvent assez intéressant. Pas beau, on va pas dire qu'il est beau, mais on a une petite sympathie pour lui parce qu'en fait, c'est le seul mammifère avec un comportement social qui se rapproche de ce qu'on peut trouver dans une société animale type hyménoptère, fourmis, guêpes, etc. Il y a un vrai fonctionnement social. Et c'est un animal qui, du coup, peut être regardé comme beau. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a été présent dans un dessin animé. Comme quoi, en fait, on peut trouver un intérêt à la biodiversité au-delà de la valeur esthétique par rapport à d'autres compétences qu'on a pu construire sur ces êtres humains. Voilà. Une petite question très rapide de précision. Philippe ? Pas tellement de précision par rapport à ce que tu as présenté, mais tu travailles avec des enseignants pour ces questions-là, en terrain d'enquête, ça va être quoi ? Ça dépend. En fait, je travaille sur des séquences que je vais enregistrer ou co-réaliser avec des enseignants en classe. C'est une partie de mon travail. Je travaille aussi sur les aspects curriculaires de manière un peu générale, donc programme et manuel scolaire. Et voilà, j'essaie d'avoir une approche un petit peu diversifiée. Vu le thème, la biodiversité, je me suis dit qu'il ne fallait pas prendre une seule entrée méthodologique non plus. Mais voilà, mais l'essentiel c'est autour de ça. Soit des analyses là-dessus, soit des séquences en classe filmées ou des productions d'élèves récupérées et analysées. Marco, tu as montré des petites bébêtes essentiellement. Oui. Est-ce que tu travailles sur les aspects, les autres échelles, c'est-à-dire populationnel, génétique, biome, etc. Alors, oui et non. Alors, les trois échelles, moi je m'en méfie quand même un peu. Après, si on regarde dans les programmes, en classe de seconde, c'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des échelles... Et toi en tant que chercheur moi en tant que chercheur, oui, mais c'est pas les échelles en soi qui définissent les choses. Moi, ce qui me semble plus intéressant comme distinction, c'est les visions statiques et les visions dynamiques, par exemple. Et si on regarde la génétique comme d'un point de vue statique, ça n'a pas d'intérêt majeur, on doit faire un zoom ou un dézoom sur les choses. Si on prend une banque de gènes en faisant on stocke des gènes et puis c'est tout, bon voilà. Donc moi c'est plus, est-ce qu'on est sur une approche dynamique ou une approche statique? Est-ce qu'on est sur des processus ou sur des patterns? Ça, je pense que c'est une distinction importante. Merci Marco. C'est un ISK maintenant.